Allez, bonjour à toutes et à tous. On est mercredi, on va faire l'émission éducative. J'ai essayé de réfléchir un petit peu toute la matinée, entre midi et deux, à la thématique qu'on pourrait aborder aujourd'hui, puisque comme d'hab, j'ai un petit peu oublié de vous la soumettre au vote en début de semaine. Pourtant, c'était dans ma liste de choses à faire, mais j'ai un peu zappé. Euh, donc pas de vote égale, bah, je vais devoir imposer un thème malgré moi, mais on va essayer de prendre quelque chose qui de toute façon je pense vous intéresse et je vais essayer toujours de me caser dans le contexte ambiant dans lequel on est, c'est essayer de distiller un contenu éducatif qui est en lien avec ce qu'on vit actuellement. Puisque c'est toujours mieux, encore une fois, de parler de quelque chose quand c'est en train de se produire, quand on est dans le vif du sujet, plutôt que de parler forcément de choses qui se sont déjà produites alors, c'est bien parfois d'avoir du recul sur la situation, c'est toujours, je pense, beaucoup mieux d'ancrer ça dans le réel. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire un choix technique, parce que je pense qu'on a quand même pas mal traité les sujets techniques dernièrement. Il reste évidemment tout un tas de sujets qu'on aura libre cours d'approfondir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais quand je me posais la question de savoir de quoi on allait parler, alors on va pas faire encore une fois un point macroéconomique et tout ça. Pour l'instant, vraiment la macroéconomie, on la laisse de côté. Hein. C'est vraiment pas, les marchés n'ont pas envie de suivre la macroéconomie. Donc pour l'instant, c'est pas important. On va pas faire un point sur les banques centrales et tout ça, puisque au final, ça va ne faire qu'une chose, c'est revenir dans ce blabla et tout ça, et le risque de vous donner de fausses interprétations. D'un point de vue technique, je trouve que la plupart des sujets ont été plutôt pas mal traités, donc on verra en fonction de vos demandes futures si vous voulez qu'on revienne sur des choses qui ont déjà été faites. Euh, mais pour ça, j'ai besoin d'un vote, donc pour ça, ben, on verra la semaine prochaine. Donc cette semaine, je vais imposer un thème psycho. Mais là aussi, en psycho, on a traité l'essentiel des thèmes que je voulais aborder avec vous. Mais il en reste un qui est le thème actuel. En fait, on l'a déjà beaucoup traité dans les blablas interminables que je vous avais fait dans les émissions précédentes, mais aujourd'hui, on va le traiter d'un point de vue très structuré et dans un cadre purement psychologique. Ici, on l'a déjà pré-traité sous une autre forme dans une émission. On va parler aujourd'hui d'un des autres découlements possibles du biais d'impatience. Et notamment donc par rapport à tout ce qui va être trader sur des UT un petit peu plus longues, donc tout ce qui va être trader qui dépasse l'horaire, donc on va dire tout ce qui est 4 heures, daily, hebdo, mensuel, et le biais naturel d'impatience. C'est de dire que là, de toute façon, quand on va avoir affaire à ce genre de time frame là, il y a un biais naturel d'impatience qui ici réside en chacun de nous. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, personne, même les gens qui sont patients, naturellement patients, seront mis à rude épreuve avec un biais d'impatience sur ces time frames-là, dans des conditions particulières. Et surtout, donc, effectivement, les conditions d'invalidation. En général, un trade, quand ça se passe bien, le biais d'impatience, il n'y a pas trop de soucis. Le biais d'impatience, il est surtout mis à travail quand il est catalyseur d'un stress, c'est-à-dire un stress existant, le stress d'une position qui ne se passe pas bien, auquel on va ajouter l'effet catalyseur d'impatience. D'accord. Donc c'est vraiment de ça qu'on va traiter aujourd'hui, pas du biais d'impatience ou le biais qu'on avait traité la dernière fois, qui revenait tout simplement à vous faire comprendre que la plupart du temps les gens veulent trader non pas par aspect technique et rationnel, mais plus par un aspect psychologique et addictif, sur le biais qu'on peut très rapidement détruire en mettant en place des garde-fous, des sécurités, en mettant en place des stratégies de trading et en mettant en place des systèmes d'alerte et autres petites assistances qui peuvent considérablement aider à résoudre ces biais-là. Ce n'est pas la thématique dont on va parler aujourd'hui. Là, encore une fois, sur le biais d'impatience à moyen terme, qui est pas, c'est pas un biais d'impatience, c'est pas le bon mot, mais on va dire ici l'aspect influent du time frame et du temps sur la perception des risques, et donc de la pure psychologie aujourd'hui. Et donc les erreurs auxquelles, pour ma part, je trouve qu'on a pratiquement tous été confrontés en 2019, moi y compris. D'accord. Donc maintenant qu'on a un peu de recul sur l'année 2019, je pense qu'il est temps de commencer à traiter ces sujets-là. Et donc on va essayer de les aborder aujourd'hui. Alors c'est toujours un petit peu frais, ce qui fait qu'il est possible que dans le futur je refasse une V2 de cette émission pour y apporter éventuellement peut-être des petits correctifs. Mais bon voilà, aujourd'hui on va dire, je pense avoir un recul suffisant pour commencer à aborder ces thématiques et surtout commencer à discuter des méthodologies avec rétrospective que je mets en place à partir de maintenant pour ne plus répéter cette erreur. Comme d'habitude, les choses dont je vous ai toujours parlé dans toutes les émissions, qu'elles soient psychotechniques et quoi que ce soit, c'est toujours du vécu. Alors évidemment avec les biais que ça introduit, c'est-à-dire que je vous parle de mon histoire en général, qui n'est pas forcément
la même pour tout le monde. Mais j'ai quand même un peu d'expérience dans les marchés et maintenant un peu d'expérience dans la formation. Et ça me permet de voir non seulement que mes expériences ne sont clairement pas que les miennes, et que pire que ça, pratiquement tout le monde, pour ne pas dire tout le monde, mais j'ai pas non plus la science infuse, en tout cas tous les traders avec qui j'ai pu discuter, on est tous passés par ces étapes-là. Donc j'en finis par faire ce lien de cause à effet, à dire au final tout le monde passe par là. Donc c'est pas qu'une illusion inventée par mon petit cerveau fécond. Donc le principe étant de dire, donc ce biais-là qui travaille et qui est la combinaison, donc comme on l'a dit, d'un stress naturel qui provient souvent d'une invalidation, autrement dit un scénario qui ne se passe pas bien, mais ça c'est tout à fait normal. Et justement ici, le biais technique normalement doit servir de limiteur. Mais là c'est bien de dire, on arrive dans un cadre spécifique où le temps, c'est-à-dire la valeur temps sur la zone d'invalidation, va altérer le jugement de manière plus ou moins impactante. Et là, j'ai envie de dire que ça touchera tout le monde. Parce qu'encore une fois, le biais d'impatience naturelle, à court terme, tout le monde l'a au départ, mais moi, ça fait des années que je l'ai combattu. Je ne suis plus du tout impatient dans les marchés. C'est le trade compulsif, l'overtrading, tout ça, je ne fais plus depuis des années. Mais là, j'ai été soumis à ce qui, je pense, était un biais d'impatience, mais sous un angle totalement différent. Et j'en ai clairement été victime l'année dernière. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs des pertes maximales à Wall Street, de me faire péter des 10-12% de stop loss, chose que normalement, je ne fais pas. Ou en tout cas, ça m'arrive quasiment jamais. Alors l'année dernière, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé 2 fois. Donc, il y avait quelque chose qui travaillait. C'était très dur de prendre le recul quand évidemment c'était sous le vif du sujet. De toute façon, c'est un peu l'avantage, comme je le fais de manière totalement transparente avec vous, il y en a énormément parmi vous qui se sont rendus compte qu'il y a un truc qui ne se passait pas comme il fallait l'année dernière. J'aurais préféré que vous m'ouvriez un peu plus l'esprit là-dessus, plutôt que de me laisser raconter tout un tas de conneries en fin d'année. Mais au final, la résultante, c'est ça. C'est qu'il y a eu un biais de trading qui s'est mis en place, j'ai commis des erreurs, et maintenant, j'essaie d'en tirer les leçons pour que ça ne se reproduise pas. Parce que c'est comme ça qu'on progresse en trading, c'est pas en faisant pas d'erreurs, c'est en apprenant de ces conneries. Donc, moi j'ai progressé en 2019. Alors évidemment, ça s'est fait au détriment de mon capital, c'est-à-dire que bah, du coup, j'ai pas gagné de blé, mais au moins j'ai appris des trucs en 2019. Ça me permettra de ne pas perdre de blé demain et j'espère d'en regagner ce que je n'ai pas gagné cette année. Bref, ça, c'est en parallèle. Donc on revient là-dessus. Okay, le biais, non pas vraiment d'impatience, mais l'impact émotionnel que peut jouer naturellement le temps sur des unités de temps relativement longues. Donc là, on parle que pour les swing traders. Vous êtes intraday ou vous êtes scalper, on s'en fout, cette émission, elle est clairement pas pour vous. Là, on parle vraiment de tous les gens donc, qui interviennent à partir des time frames horaires, et de dire en horaire quand même, ça, je pense que ce biais est très peu impactant. Donc je dirais, si on devait tracer une courbe, c'est-à-dire si on considère ici une courbe de time frame, alors hop, hop, hop. Alors, je vous parle encore une fois d'un ressenti, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, mais voilà, je vous donne mon ressenti par rapport à la perception que j'ai eue de ce risque et de son impact. Donc, comme toujours, on va essayer de tracer des graphiques. C'est juste pour formaliser des idées. Hein, voilà. Donc, on trace un graphique. Donc, tout simplement, ici, ce qu'on va essayer de tracer, c'est sur l'axe des abscisses, on va mettre le time frame. Alors, là, on est peut-être un peu gros en lettrage, on va y aller un peu plus cool. Voilà, on va dire time frame en abscisse, hop, et impact du biais. On va mettre impact tout court. Hein. Bon, j'espère que vous comprenez, ça ne veut pas dire grand-chose impact sinon, mais intensité, on va dire voilà, l'intensité d'introduction de ce biais. Ce biais, il s'introduit de façon naturelle jusqu'au jour où vous allez, je pense, identifier ce schéma-là, qui est donc un pur schéma, encore une fois, subconscient, enfin inconscient en tout cas, je pense que ce sont des processus qui vont se substituer à votre perception, donc c'est malheureusement souvent inconscient, ce qui fait que on tombe dedans la première fois avant de se rendre compte du problème, et évidemment la fois suivante, on évite de tomber dedans, mais ce sont donc des biais qui vont introduire des traductions irrationnelles de faits pourtant totalement rationnels. Okay, autrement dit, vous allez avoir une invalidation, mais vous allez laisser traîner ces invalidations plus longtemps que ce qu'elles auraient dû. C'est typiquement ce qui s'est produit pour moi en 2019. Là, après analyse a posteriori de ce que j'ai fait, je regrette encore une fois pas ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même maintenu les limites au bon moment, mais je pense que j'aurais pu réduire ces pertes si j'avais été un poil plus objectif. Maintenant, évidemment,
sous l'influence d'un biais, on ne se rend pas compte des choses. L'essentiel, c'est pas nécessairement de ne pas commettre les erreurs en trading, c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc voilà, moi je reconnais pleinement, la base déjà, c'est d'accepter qu'on fait des conneries et après de travailler dessus. Donc oui, j'ai fait des conneries en 2019 et on va parler de ça aujourd'hui. Alors, pour moi, le principe est de dire, sur les courts time frames, il n'y a quasiment aucun impact de ce biais. Et pour moi, c'est vraiment très clairement une courbe parabolique qui échoue ici. Donc, les time frames de court terme, autrement dit, le biais d'impatience, très rapidement, on le maîtrise. En tout cas, ce biais-là, il n'apparaît que très peu. Donc, j'ai même envie de dire, si cette courbe, on devait la tracer, pour moi, elle est vraiment, on va dire, elle n'est pas sous ce biais-là, elle est plutôt sous celui-là. C'est de dire qu'il y a toute une phase d'inertie ici. Alors, je vais la retracer du coup pour essayer de faire propre. Donc, on va mettre des petites barres, comme d'hab, pour marquer. Donc, on va dire, là, c'est tout ce qui est time frame inférieur à 1 minute. D'accord. Là, on va dire 15 minutes. Ah, si j'y arrive. De toute façon, je vais récupérer ça à la limite. Si j'y arrive. Ok, donc là, on va dire 1 minute, 15 minutes. Ok, là, on va dire 1 heure. Bon. Je vais faire une courbe ici logarithmique, ok, sur l'échelle. Donc on va faire une échelle logarithmique. Donc on va dire 1 minute, 15 minutes, 1 heure, une journée. Une semaine, un mois et une année. Bon, désolé pour la régularité, on s'en fout, hein, le principe est juste d'illustrer un sentiment. Donc très clairement, tout ce qui est en dessous d'une minute, l'impact du biais est totalement nul. 15 minutes, nada, on va dire 1 heure, ça commence à monter. Et ça monte comme ça. Ça monte de façon absolument parabolique. Donc, le principe étant donc de dire que, si vous êtes sur ces time frames-là, ce dont on parle aujourd'hui, on s'en fout. C'est très clairement un biais qui est absolument négligeable. Gaspillez pas de l'énergie à travailler sur un biais qui a très peu d'impact sur vos décisions. Travaillez sur d'autres biais qui seront probablement beaucoup plus impactants. Là, pour le coup, ce sera plutôt le biais obsessif que vous aurez à court terme, l'envie de trader, et justement plus l'autre biais dont on a parlé, le vrai biais d'impatience de court terme, le besoin d'action. Hein. Là, on parle donc d'un biais beaucoup plus sale que je découvre. Donc malheureusement, encore une fois, je ne suis pas swing trader par nature. Moi, j'étais plus un trader intraday il y a quelques années. Aujourd'hui, j'essaye de devenir swing trader avec évidemment la découverte de biais que je ne connaissais pas et celui-là donc que j'ai découvert malgré moi en 2019. Donc ce biais-là qui consiste simplement à dire l'erreur qu'on peut commettre, c'est souvent d'altérer son jugement parce qu'il y a une durée trop longue dans des phases qui nécessitent de la patience. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en trading, la patience est vertu. Que ce soit savoir attendre qu'un trade atteigne ses objectifs, pas regarder tous les matins quand un trade se passe bien pour aller chercher tout ce qui pourrait mal se passer et que beaucoup de débutants font. Hein. Même quand un trade se passe bien, vous regardez le graphique toutes les 15 minutes, puis vous en venez à trouver des risques qui ne sont objectivement pas là. Et puis, vous sentez le besoin irrationnel de compenser ces risques. Donc, vous commencez à prendre des TP, voire couper les positions, alors que ce n'est pas du tout dans l'objectif ni dans la réalisation d'un plan de trading. Vous êtes en train de sortir du plan de trading parce que vous avez peur. Et encore une fois, ça, c'est stupide. Mais ça, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Là, on parle plutôt donc de la superposition de deux risques. Le risque d'invalidation, mais il faut bien comprendre qu'une invalidation, quand elle ne se fait pas par une perte maximale, j'insiste bien là-dessus, que vous compreniez bien. Moi, Wall Street, cette année, les deux grosses pertes à Wall Street, elles se sont arrêtées sur une chose, la sécurité maximale que je mets sur mon capital en perte max. C'est-à-dire que j'ai été impacté par les biais, mais heureusement que j'avais un siège éjectable dans ma tête qui m'a dit, OK, là, quoi qu'il arrive, il n'y a plus de possibilité de se réfugier quelque part. C'est plus possible, tu t'arrêtes, tu coupes. Voilà. Ça s'est produit 2 fois cette année. Ce qui normalement n'arrive quasiment jamais. Hein. C'est-à-dire que si j'en fais un par an de trucs comme ça, c'est déjà énorme. Ça n'arrive pas toutes les années. Et là, 2 fois dans la même année. Donc voilà. C'est les biais là dont on va parler aujourd'hui qui m'ont poussé en fait dans ces retranchements-là. Les invalidations sur Wall Street, elles auraient dû être déclenchées largement avant et bien plus tôt que ce qu'elles n'ont été. Parce que je me suis laissé pousser dans ces trucs-là. On va expliquer pourquoi. Donc ici, c'est pas que je connais pas ma stratégie, c'est pas que je sais pas trader dans les marchés, c'est juste que j'ai été sous l'impact d'un biais. Et ce biais-là, si je l'ai eu, ça veut dire que d'autres swing traders l'ont aussi. Que si vous ne l'avez pas, vous l'aurez probablement un jour. Mais je pense que cette année, vous en avez souffert aussi. Donc le but ici, c'est qu'on en parle, qu'on progresse et que ce biais-là ne puisse plus se remettre en place dans le futur.
de la manière dont j'essaie de décortiquer ce truc-là, comme je vous dis, ce biais-là peut être impactant seul, mais je pense qu'il est souvent couplé à une perte, c'est-à-dire à un stress naturel d'une prise de décision d'invalidation d'un trade, qui n'est pas encore en perte maximale. C'est-à-dire que vous avez bien géré votre risque, vous avez laissé une place suffisante au chaos, mais objectivement parlant, ça ne se passe pas bien. Moi, quand c'est comme ça, je réagis souvent de la même façon, j'estime le risque et en fonction du risque, je décide ou non d'invalider le trade ou de laisser le trade se poursuivre jusqu'à l'invalidation maximale, c'est-à-dire éventuellement prendre le risque de prendre une perte plus grande, mais d'essayer de sortir sur repli. C'est ce qui m'a valu les pertes cette année à Wall Street. C'est-à-dire qu'en faisant ce choix, j'ai fait le pire choix qu'il fallait, puisque Wall Street a apporté une seule réponse à ces invalidations, la volatilité écrabouillée. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'offrir des pullbacks pour laisser sortir les gens qui se sont trompés, Wall Street a décidé de pousser en ligne droite, cherchant inexorablement les invalidations maximales. Donc dans ce jeu-là, il y avait techniquement parlant des objectifs, il y avait techniquement parlant des signaux d'invalidation clairs, et je les ai ignorés. Je ne les ai pas ignorés, mais je les ai minimisés dans le sens où je me suis dit, c'est pas grave, j'aurai un pullback pour sortir. Pullback qui n'est jamais arrivé, et évidemment qui a donc conditionné derrière de nouvelles invalidations. On revient sur Wall Street, donc là je supprime ça. J'essaie de vous décortiquer ce biais. Alors, ce biais-là, il se met en place parce qu'une invalidation, c'est jamais tout noir, tout blanc. D'accord ? Une invalidation, c'est de la gestion du risque, donc c'est, encore une fois, de la nuance de gris. Le problème, c'est que quand vous apprenez le trading, je vous apprends que c'est en apprenant à rationaliser au maximum ces nuances de gris, en mettant tout un tas de règles, mais pas des règles blanc-noir, des règles qui permettent d'apprécier les nuances, que vous arrivez à vous diriger à terme vers un trading profitable, enfin trading professionnel. Comment raisonne un professionnel? Jamais tout blanc, tout noir, mais vraiment nuance de gris. Et essayer de supprimer au maximum la subjectivité dans la prise de décision. Ça, c'est ce qui fait progresser les gens en trading. Mais là, c'est la même chose. Sur une invalidation, c'est de la nuance de gris, c'est de la gestion du risque. C'est comment on peut décider d'interpréter des signaux techniques qui penchent ou non envers une invalidation. C'est de dire, quand vous prenez la décision, c'est vous qui faites pencher la balance. En réalité, la balance, elle sera toujours grise. Il n'y aura jamais la grosse bougie qui va vous dire « Ok, c'est bon, c'est indiscutable, c'est invalidé ». C'est toujours, on se dirige vers une invalidation, le risque augmente. Comment le risque d'invalidation augmente? À quel moment on déclenche? Ok? C'est vraiment toute l'importance. Et c'est là, dans cet interstice-là, où vient s'introduire ce biais-là, qui est un dérivé, je pense, du biais d'impatience. Alors évidemment, comme on l'avait dit, sans faire mon autobiographie, évidemment, moi, c'est mon pire ennemi, l'impatience. C'est celui qui a été le plus dur à travailler il y a de ça plusieurs années. Ce biais-là, évidemment, il a été détruit. Pas détruit, mais en tout cas, il est plus impactant sur mon trading aujourd'hui. Mais il a aujourd'hui eu un effet perverse, et je n'imaginais pas qu'il pouvait avoir un impact sur cet endroit-là, et en réalité, si, et ça fait même du sens. Donc il faut bien comprendre que le biais d'impatience, il ne va pas nécessairement influer uniquement à l'entrée en position. Le biais d'impatience sur la prise d'une position, c'est celui dont on a déjà parlé, hein, d'accord ? C'est souvent donc ce biais d'overtrading et de besoin de trader de manière irrationnelle. Là, on parle donc de l'introduction de ce biais dans une phase clé de la gestion du risque en position, qui est la définition d'un niveau d'invalidation. Parce qu'encore une fois, moi, mes règles, je les connais. Je sais très bien que quand le marché réagit comme ça, le risque augmente, donc on se dirige vers une invalidation, et que, en général, quelques bougies après, je vais devoir me résoudre à prendre cette invalidation. Je vais même vous donner les règles mentales que j'utilise pour conditionner ou non une invalidation dans le marché. Généralement, moi, je conditionne une invalidation comme étant une zone, c'est-à-dire qu'on vient chercher un endroit dans le marché qu'on ne devrait pas aller chercher, et c'est la façon dont on va traiter cette zone qui va ou non conditionner l'invalidation pour moi. Là où c'est très pervers à Wall Street, c'est que, évidemment, cette année, ils ont tout fait pour maintenir un niveau de doute raisonnable. C'est-à-dire qu'autrement dit, ils m'ont toujours maintenu sur le penchant de la balance, dans cette, comme on a dit, cette nuance de gris, mais suffisamment dans le gris pour que je ne décide pas d'invalider le scénario et que je reste dedans.
Autrement dit, la soupe a toujours été maintenue à une très bonne température pour que j'ai pas envie de manuellement invalider les trades. Ce qui m'aurait permis d'ailleurs de réduire considérablement les pertes, qui auraient été des pertes dans tous les cas, hein, mais très certainement pas de l'ordre de 10 à 12%, qui sont les pertes maxi que j'autorise sur un scénario, quelle que soit sa durée de vie, sa durée de machin. Voilà, c'est quoi qu'il arrive, pour moi, c'est la limite maximale que je peux bouffer. Ça va jamais au-delà de ça. Et je parle pas d'un trade, je parle pas d'un seul trade. Hein. Là, je parle juste d'un scénario global sur lequel plein de petits trades ont été pris les uns après les autres, qui mis bout à bout ont réussi à atteindre cette perte maximale de 12%. Ou à partir de là, tout simplement, le scénario, j'y réfléchis même plus. Je m'interdis de prendre une nouvelle position, je regarde même plus l'actif en question. Et je dis encore une fois, c'est une sécurité maximale pour sécuriser tout simplement une perte en capital. Éviter de se laisser glisser vers des biais de lutte, d'incertitude, ou tout ce que d'incertitude, de déni de la perte et tout autre aléa du genre. Donc, on revient là-dessus. Le principe était donc à quel moment on commence à invalider. Alors déjà, il faut savoir de quel trade on parle. Donc ici, on va se focaliser sur certains trades. Donc il y avait des trades dans cette zone-là à Wall Street. Il y a eu des trades là, j'ai eu un trade là. Je ne sais pas si j'avais tradé cette zone-là, je ne suis pas certain, mais on va dire que oui. C'est toutes les zones où il y avait des activités à réaliser. D'accord ? Toutes les zones où il y avait des zones spéculatives à traiter. Donc, comment on réalise évidemment le trading à chaque fois ? Donc là, on est plutôt dans un contexte de tendance baissière, de reprise de tendance baissière, on est bien sous des résistances en overlap, enfin sous des anciens supports, on vient tester ces zones-là en tant que résistance, tout à fait logique ici d'essayer des trades en tendance. Toujours pareil, un trade c'est un contexte, hein. On trade dans un contexte, bon, on a dit qu'on le mettait, voilà. On trade toujours dans un contexte. Donc, quand on est ici, le contexte du trade c'est une tendance baissière. Autrement dit, ici, si on franchit une résistance, le trade est nul et non avenu. Hein, dans une tendance baissière, on ne franchit pas les résistances et on franchit les supports. Donc évidemment, ça, c'est pas très grave. À ce stade-là, ici, alors je vais changer de couleur comme ça. Voilà, on va mettre des codes couleurs. Donc on va dire, voilà. Ici, c'est là où, objectivement parlant, il y a quelque chose qui ne se passe pas dans le cadre du scénario. Autrement dit, on prend son trade, la zone spéculative est travaillée et boum, on a une grosse bougie bien rouge, bien verte qui part en bougie de breakout, donc ouverture au bas, clôture en haut, franchissement de la résistance et cassure de cycle en même temps. Tout ça, c'est des éléments qui augmentent le risque. On est bien d'accord, hein, jusque-là, toujours pareil, pensez toujours nuance de gris. Ici, il n'y a pas de stop loss à déclencher, il y a juste que ça ne se passe pas comme prévu, donc le risque augmente. Donc, il faut mesurer ce risque. Est-ce que ce risque, oui ou non, nécessite une invalidation, ainsi de suite. Bon, on rempile le jour suivant. Pas très très beau, mais là on est toujours pareil dans la nuance de gris. On n'est pas dans l'immédiateté d'une prise de décision, donc il vaut mieux toujours prendre un peu de recul plutôt que de dire bon, ça se passe pas comme prévu, je sors. Sinon, si vous faites ça, mais oubliez, vous allez sortir de tous vos trades. Ça se passera jamais comme prévu, ou très rarement. Les trades où vous rentrez, ça se passe tout de suite comme il faut, et puis tout ça, mais c'est rare, c'est très très rare. Et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait quand même surprenant le trading. Ça voudrait dire qu'on serait capable de prédire le futur, et je vous ai quand même dit, c'est pas le cas. Donc les cassures sont réalisées et sont confirmées les jours suivants. Jusque-là, bon, ça peut n'être qu'un excès, ni plus ni moins. Autrement dit, ici on aurait affaire à un cycle, d'accord, qui réalise sa cassure et qui reprend sa cyclicité normale derrière. Okay, bon, ici c'est pas le cas puisque on refait une nouvelle cassure quelques jours après. Autrement dit, ici on digère un peu et au lieu de lancer le cycle baissier par extension, non, on recommence une nouvelle fois. On remet une nouvelle bougie impulsive avec une nouvelle cassure de cycle 2 fois de suite. Ok ? À ce stade-là, et entre les deux, le signal qui aurait pu être donné ici est un signal non plus de tendance baissière, mais un signal de range baissier, puisque cette fois on est de retour dans les contextes vendeurs, donc range baissier. On était bien à 61% de retracement, donc ici on pouvait sans peine prendre des trades de type range baissier. Là, c'est toujours pareil, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est un jugement du trader. Est-ce que je rempile avec un trade de range baissier, oui ou non? C'est toujours pareil, est-ce que je veux prendre des risques pour obtenir des rendements? D'accord? Oui ou non? Mais ici, c'était les règles que je vous avais apprises en 2019. Moi, j'ai mes propres règles. J'accepte de changer le cadre d'un scénario une fois. C'est-à-dire que j'accepte de tenir la position de tendance baissière dans un cadre de range vendeur, mais si le range vendeur est invalidé, basta, je sors. Ça, c'est toujours la règle. J'irai jamais 2 fois dans l'erreur. Une fois, oui, parce que
C'est une prise de risque raisonnable que je fais, c'est très agressif en termes de gestion du risque, qui consiste à dire j'ai tort sur ce scénario, mais j'accepte de le recadrer dans un cadre un petit peu plus large, une fois, parce que souvent ça permet de récupérer derrière le trade sans perte. On ne fait pas de gain, mais on annule la perte. Alors, c'est une gestion du risque qui, évidemment, ne marche pas toujours. Et là, en 2019, c'est le moment où, là, évidemment, ça n'a pas marché. Doublé, évidemment, ici, de ce biais qui est derrière, a été mis en place et qui, émotionnellement, m'a poussé à prendre de la distance avec ces trades. Et j'aurais pas dû, parce qu'objectivement parlant, on ne faisait que sortir des scénarios les uns après les autres. Du scénario de tendance baissière qui était plutôt ici, il a été annulé, littéralement annulé. Le scénario de range baissier qui était donc ici, littéralement annulé. Ici, du coup, c'était un scénario de range classique, 76% de retracement, tentative de débordement des contextes, signaux vendeurs. On avait tout ce qu'il fallait ici pour un signal de range. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je rempile, je recherche des ventes ici. Et évidemment, celles-là se sont fait invalider. Quand j'ai invalidé celle-là, mais j'ai quand même retenté celle-là. Quand je l'ai dit, pour arriver à une perte max de 10 à 12% de mémoire, c'était par là. C'était à peu près par là que la perte max a été déclenchée. En fait, c'était 3% par là, puis 3% ici, puis 3% là, et qui arrivait, mis bout à bout, à cette perte de 12%. Alors, c'était pas 12, c'était 10, je crois, et des poussières ici. Bon, de toute façon, vous avez les vidéos en historique pour rattraper tout ça. Comme d'hab, je cache rien, donc je supprime pas les vidéos, et je cache pas les pertes. Donc, le truc, il est ici, et c'est cette suite de mauvaises décisions qui ont été mises en place. Toujours parce qu'en fait, ici, quelle est la chose qui a impacté ce même biais que j'avais donc à l'époque, ce biais d'impatience qui conditionne chez moi toujours la même réaction irrationnelle d'agressivité. Quelle est l'erreur que j'ai commise en 2019 ? Ce n'est pas une erreur de stratégie. Je pense que toutes les règles d'application de la stratégie, je les ai bien faites. C'est clairement pas de l'overtrading. Je n'ai pas overtradé, j'ai tradé que sur des zones spéculatives. L'erreur que j'ai commise, c'était qu'à chaque fois que j'avais un choix de gestion du risque, alors que ces choix étaient en invalidation, je choisissais systématiquement l'option la plus agressive derrière, c'est-à-dire la gestion de la perte agressive, c'est-à-dire de laisser courir une perte sur un scénario plus large en espérant pouvoir choper un petit pullback et éviter la perte. Non pas chercher un gain, c'est pas de transformer une perte en gain, c'est juste d'essayer d'annuler une perte. Bon, c'est une sauce maison que je fais depuis des années, mais voilà, évidemment, ici, dans ce contexte-là, j'aurais pas dû appliquer ça. J'aurais clairement pas dû appliquer ça, et ce qui a faussé mon jugement ici, ce sont les time frames. C'est-à-dire qu'ici, ça prenait tellement de temps, parce que quand on regarde ce graphique, d'accord, je pense que cette intervention-là que j'ai faite dans ma gestion du risque, ça n'aurait pas été la même. Ce qui m'a permis de me rendre compte de ça, c'est que tout simplement, l'autre jour, pour revenir sur l'année 2019, avant de vous préparer l'émission, là, je me suis fait un replay de 2019. Et je me suis rendu compte que je n'aurais pas du tout eu la même gestion, parce que je n'avais pas du tout le même sentiment de marché en regardant en replay. Alors ça, c'est normal, qu'on soit bien d'accord, que pour des débutants ou des gens qui apprennent, vous ne fassiez pas les mêmes décisions en replay qu'en temps réel. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a tout un tas de biais qui viennent intervertir avec la perception que vous avez des risques. Mais ces biais-là, moi, pour la plupart, je les ai effectivement corrigés déjà depuis très longtemps. Donc là, ici, c'est juste de dire, voyant que moi, je ne prenais pas la même décision, enfin, je n'avais pas la même perception du risque en replay que les souvenirs que j'avais de 2019, je me suis dit, OK, il y a un biais clair qui est en train de bosser ici. Et il fallait identifier ce biais. Pour moi, ce biais, alors c'est souvent pas une chose, mais c'est l'ensemble de quelque chose, mais la partie la plus impactante ici me semble avoir été le time frame. C'est-à-dire que comme j'intervenais sur des time frames sur lesquels je ne suis pas encore totalement à l'aise, ici c'est simplement le fait de dire, bon, moi quand ça arrive, effectivement, la zone d'indécision, la zone de gestion du risque, la zone de gris, je sais très bien qu'en général j'attends 2-3 bougies et puis je dois prendre ma décision relativement vite. Et là en fait je me suis laissé endormir. C'est juste de dire que j'avais tellement pas l'habitude de devoir agir sur ces time frames-là, que je me disais, bon, c'est demain, et puis il suffit que le lendemain, je me lève mal bouché ou un truc comme ça, j'oublie ou je suis moins concentré. Et en fait, ici, il y a des erreurs d'application claires et nettes de ma stratégie et de la perception du risque. D'accord ? Ce n'est pas des erreurs stratégiques, ce n'est pas des erreurs de ma stratégie, c'est des erreurs d'agressivité, de méthodologie dans l'application de la stratégie. J'ai simplement été beaucoup trop agressif et aveuglé littéralement par un endormissement, en fait,
Jour après jour, je me laissais endormir en me disant, bon, c'est pas grave, c'est demain que ça va reprendre, ou c'est demain et c'est demain. Alors que non, en réalité, objectivement parlant, bon, il n'y avait aucun chandelier qui permettait de dire c'est demain que ça va revenir. En fait, si je regarde là d'un point de vue purement objectif, d'accord, quand je fais un replay ici, si je me remets en condition de marché, qui ne sont absolument pas, encore une fois, regarder vidéo à l'appui, tout ce que je pensais à ces moments-là, c'était ouais, c'est bon, c'est pas trop grave, ou qu'est-ce qu'ils nous font, ils cassent les couilles avec les banques centrales. Mais objectivement parlant, les bougies, hormis ce qui était dit et les raisons pour lesquelles elles étaient haussières, ces bougies, puisque c'est là-dedans en fait que je me suis perdu en 2019, à essayer de justifier cette attente douloureuse, ce biais d'impatience, par du vide. Qu'est-ce que j'en avais à foutre du discours de banquier central? Normalement, je ne les regarde même pas, les interventions de banquiers centraux. Donc là, c'est de dire, en fait, j'ai rempli du vide parce qu'il y avait un biais émotionnel en travail. C'est un biais d'impatience. J'en avais tellement marre d'attendre et de voir que le marché ne voulait pas réagir de manière attendue. D'accord? C'est juste, il ne faisait pas ce que je voulais, le marché. Mais ça arrive souvent que le marché ne fasse pas ce que je veux. Ben là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de dire, bon, bah, du coup, il faut mesurer le risque et se barrer, je me suis dit, non, ils font n'importe quoi, ça va encore plus se péter la gueule, donc qu'est-ce que je fais? J'opte pour une posture encore plus agressive. C'est complètement débile de faire ça, on est bien d'accord. C'est complètement débile. Et pourtant, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, elle est là, l'erreur. Ça, c'est les symptômes. Mais ce qui est important, c'est pas de dire j'aurais dû être moins agressif, c'est de dire pourquoi j'ai été plus agressif que ce qu'il faut faire. Parce que là, quand je fais ça en replay, je peux vous dire très clairement que ici, effectivement, le trade là, je l'aurais peut-être pas pris. Alors que celui-là, je l'ai pris en sautant dedans direct, en me disant oh putain, on a un pullback en début d'année, on va en profiter, on va vite, vite, vite se mettre en mode super bear. Je regrette pas ce trade, il fallait le prendre. Hein. C'était un trade horaire, pas un trade daily, je me rappelle. Mais le principe, c'est que ce trade-là, là, quand vous vous bouffez 4 journées de hausse derrière, un trade comme ça, normalement, je le sors dès qu'il y a la moindre bougie de baisse. J'aurais dû le sortir là, ce trade-là, au lieu de me le tirer là et de me le faire sortir derrière. Ça, déjà, c'était une erreur. C'était un choix très agressif. Alors, évidemment, à cette époque-là, le contexte était encore agressif. Je rappelle qu'à ce moment-là, à ce moment-là, les banques centrales n'avaient pas encore commencé leur petite musique. Et quand on a un marché comme ça, je suis désolé les chouchous, mais là quand même il faut shorter. Hein. Voilà. Bon, ça, il n'y a pas de doute, sur une zone comme ça, il faut tenter des shorts en horaire. On a tout, hein, on voit bien le petit pullback de cycle. Ça, c'est le classique du truc qu'il faut shorter. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui savaient que les banques centrales allaient être accommodantes? Bon, ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il arrive, dans ma gestion du risque, ici, il y a des erreurs qui ont été commises. Quand j'ai un truc comme ça, normalement, ici, je peux encore tenir, encore. Mais normalement, déjà ici, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On est déjà trop près des contextes, donc c'est pas normal. Quand il y a un truc comme ça, on ne doit pas être à 2 doigts des contextes et des trucs comme ça. Donc là, normalement, déjà, j'aurais dû me dire, ok, fais-toi la malle, mon coco, dès que tu peux te barrer, tu te barres, et on verra bien plus loin, et on essaiera de prendre un trade de range vendeur. Là, on avait bien cassé des supports. Là, je suis désolé, hein, ça, c'est du range vendeur par excellence. Donc, normalement, d'un point de vue technique, l'application de la stratégie ici, elle dit bon, ok, le trade de tendance, il passe pas, c'était peut-être un peu trop brutal. Par contre, là, le 61% de Fibo dans la zone, dans le contexte, faut le dégommer. Hein, là, faut pas hésiter. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux se dire je sors et je retraderai cette zone puisqu'elle est clairement là, la gestion du risque. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, oh non, je vais le tenir un peu parce que je pense qu'on a fait un petit excès et tout va bien. Forcément, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on recolle 2-3 grosses bougies de hausse, on va bien chercher la zone spéculative et tu as toujours un trade à la con en horaire derrière. Et c'est ça qui était complètement con. Parce que là, j'aurais mieux fait de me dire, ok, bon, le trade, il est là, le prochain trade, il est là, on va probablement y aller. Celui-là, il ne sert plus à rien. Dans ce cas-là, je préfère sortir avec une perte et je re-rentrerai sur la zone Fibo 61 avec un autre signal, etc. C'est parce que moi, j'ai traîné mes morts derrière que du coup, je me suis traîné des trades en perte, donc des stress, un stress. Alors moi, après, ça me fait ni chaud ni froid une perte, hein, je vous le dis direct. Mais ça augmente le niveau de stress, auquel je rajoute le biais d'impatience, qui revenait à dire, bah, moi, c'était irrationnel ce qui se passait. Ça me semblait anormal que les prix réagissent à un tel discours. Mais les prix réagissaient, et qu'est-ce que je fais? Bah, au lieu de faire ma gestion du risque, c'est-à-dire de faire ma gestion du risque technique, de voir les breakouts et trucs du genre, qu'est-ce que je fais? Bah, je me dis, ouais, c'est bon, c'est rien, c'est juste un truc de court terme. Je sortirai sur le pullback quand il y aura un pullback. Et en réalité, ici, la seule chose que j'ai faite, c'est me dire, c'est bon, il y aura bien un cycle baissier daily dans lequel je vais pouvoir sortir tous ces machins et ça se passera bien. Bon, je ne prendrai pas de gain, mais au moins, je n'aurai pas une perte à prendre. Et ça, c'est complètement con. C'est complètement con.
parce qu'encore une fois, c'est stupide d'avoir pris ce choix-là. En fait, d'avoir appliqué dans ce contexte-là ma règle du je peux recadrer le trade une fois, bah c'est ça qui m'a foutu dans la merde. Parce que ça m'a maintenu dans un niveau de pression suffisant pour altérer mon jugement sur des signaux techniques qui étaient pourtant absolument indéniables et sur lesquels j'aurais fait des gestions du risque. Là, le truc, c'est que quand vous arrivez ici, on se dit, ok, c'est bon. Alors là, on va attendre le signal proche de la zone 61%. On attend sagement. Ok, cassure de cycle. On est suracheté. Là, on est pas mal du tout. Voilà. Là, on arrive dans la zone d'action où ici, qu'est-ce qu'on fait? On cherche son signal. On cherche son signal pour shorter. On attend qu'il arrive. Ok, ça traîne un petit peu. On déborde. Oh putain, on est en débordement de contexte. Alors là, évidemment, cette zone, je m'en souviens, je crois qu'on a dû prendre un trade horaire. Mais bon, on pouvait, on avait la target. Bref, là, on vient chercher la target. On a des signaux de cycle. On a tout ce qu'il faut. Là, normalement, short. Voilà. Hop, on y va. Normalement, ici, c'est un short. Alors là, celui-là, encore une fois, on l'a pris. Celui-là qui est emmerdant, c'est qu'il y avait la gestion du risque un tout petit peu plus bas. Bon, là, c'est encore pareil. C'est un peu de chaos. C'était pas très cool de la part de Wall Street de ne pas venir chercher le TP. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Ils m'ont bien piégé, c'est tout. Voilà. Mais normalement, ça aurait dû être premier short, invalidation du short. Bon, probablement, j'aurais pas dû perdre grand-chose ici. Ça aurait dû être deuxième short, stop loss. Après une légère... Après une erreur de gestion du risque ici, et de se dire, ok, le range ne passe pas. Bon, si le range ne passe pas, on est emmerdé. C'est normalement derrière, on va chercher un débordement du sommet. Et c'est exactement ce que le marché a fait. Sauf que ces stratégies-là, encore une fois, moi je les connais. C'est des stratégies que j'applique. On pouvait tenter une deuxième fois le trade de range ici, avec la structure de TP. C'était pas mal, ici, de tenter une deuxième fois le même trade de range. De dire, ce trade-là, il n'était pas invalidé, encore une fois. Ici, le trade de range, là, quand vous le prenez, d'accord ? Quand on prend ce trade de range, je vous rappelle les règles. La règle, c'est que on prend la taille du canal de tendance pour le stop loss. Bon, là, il était tellement énorme, le canal de tendance, que ça faisait quand même un peu cher le stop. Mais on va dire ici, même si on prend que la moitié du canal de tendance, là, vous aviez un stop loss ici, quoi. Voilà. Ce stop loss n'a jamais été touché, hein, d'accord ? Ce stop loss n'a jamais été touché, normalement, si ma mémoire est bonne. Donc là, même en prenant une gestion du risque agressive, qui revient à diviser la taille du stop par deux, parce qu'il était quand même très très gros, d'accord ? Donc un choix agressif. On va essayer de voir. Ok. Tout ça là, c'était à prendre en gestion du risque. Autrement dit, si le marché fait tout pour arracher, ici il n'y a pas de raison d'invalider. Hein. C'est un range. Hein. Dans un range, on ne se formalise pas trop. Ok, ça revient. Et ça revient chercher votre prix d'entrée. Bon, là, théoriquement, effectivement, soit on dit la fameuse invalidation, comme je vous dis, c'est-à-dire l'invalidation qui consiste à dire, pour moi, le trade est allé beaucoup trop loin, je choisis d'en sortir, ce qui est une possibilité. Là, dans ce cas-là, on dit, c'est pas grave, je sors, le trade n'est pas un trade de range, mais à ce stade-là, je suis désolé, les contextes sont toujours dans un objectif de range. Hein. C'est normalement l'invalidation d'un range, c'est tenir des clôtures en débordement du canal de tendance et du canal de contexte. Donc normalement, ici, l'invalidation, on va zoomer bien pour voir le canal de tendance. Alors là déjà, il y a des trucs un peu chelous sur le positionnement du canal de tendance. Ça, c'est pas normal. Là, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas détecté... Là, normalement, il aurait dû chapeauter un peu plus haut, déjà. Il y a une erreur de calcul, là. C'est très bizarre. Là, sur ces trois bougies... Ah, c'est parce qu'on a dû chier sur du replay. Ok, le replay, ça doit merder. Attendez, je vais supprimer ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, là. TradingView, sur les multi-time frames, ils ont du mal, là, depuis qu'ils ont fait leur mise à jour serveur. Voilà. Alors, ça me semblait bizarre, hein, donc c'est rien, c'est les erreurs au replay, hein, c'est leur truc de time frame, là, c'est un peu chelou ce qu'ils ont foutu. Donc voilà, en fait, je vous laisse regarder. On clôture rarement, en fait, en dehors du contexte. On vient de temps en temps les faire, là, mais on va jamais bien loin. C'est pas une bougie qui arrache à la fois les contextes de tendance et, le canal de contexte. Donc vous voyez, c'est vraiment cette nuance de gris dont je vous parlais. C'est pas vraiment haussier, c'est pas invalidant, mais ça se passait clairement pas comme prévu, quoi. Ça se passait clairement pas comme il fallait. Ok ? Donc, effectivement, tout le contexte était propice à commettre des erreurs.
mais je pense qu'il y avait des biais impactants, clairement, qui sont venus se glisser là-dedans. Et pour moi, le biais, c'est tout simplement que j'en suis venu au bout d'un moment à m'endormir au jour après jour, à plus regarder les chandeliers en fait, à même plus regarder la technique et à me dire, bon, il va se passer un truc qui va remonter, enfin qui va ramener la gestion du risque ou des trucs comme ça. Et en fait, il ne s'est rien passé du tout. Il s'est passé qu'on avait la bonne vieille dualité qu'on connaît maintenant quand on a le recul sur la situation, qu'on a eu un discours de banque centrale qui est passé de 180 degrés dans l'autre sens, et on a eu en plus de ça un short massif sur la volatilité qui a fait que derrière, c'est le contexte qui m'a foutu dedans et qui m'a bouffé toute l'année 2019, en tout cas toute la première partie de l'année. Donc, ce biais-là, pour pas qu'il se reproduise, bien identifier son schéma de fonctionnement. Donc le schéma de fonctionnement, à partir d'aujourd'hui, d'accord, la seule chose que je constate maintenant et que je mettrai en application sur tous les time frames daily et hebdomadaires, c'est d'arrêter de regarder l'information. C'est la première des étapes. Pour moi, c'est la première cure que je fais là depuis déjà plusieurs semaines. L'info, je la regarde même plus parce qu'elle ne sert à rien et parce que quoi qu'il arrive, je n'ai jamais regardé et traité l'information, j'ai toujours traité les prix avant toute chose. Aujourd'hui, l'information, elle est complètement schizophrénique dans les marchés. Et qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? J'arrêtais pas de bouffer des émissions macro, des trucs comme ça. Comme c'était interpellant parce que je ne comprenais pas la réaction des prix, qu'est-ce que je faisais? Je compensais une incompréhension par un besoin de comprendre. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me disais, non, mais il y a un truc que je pige pas dans la macro ou dans le machin. Vous n'avez qu'à voir, c'est juste mécanique. C'est le moment à partir duquel je me suis mis à vous faire des émissions macro plein tout le temps, parce que je me renseignais moi-même à ce moment-là sur ces trucs-là. Compenser quelque chose, compenser un biais, alors qu'à ce moment-là, j'aurais dû me rendre compte du biais. C'est des choses que je connais en fait, c'est des trucs que j'avais vécu sur des time frames de plus court terme et que j'ai redécouvert sous une autre forme sur des time frames de moyen terme. En fait, à ce moment-là, au lieu de me bourrer d'informations à essayer de comprendre les problèmes macroéconomiques et les zones où lesquelles les poches de risque pouvaient se former et tout ça, je les connais en fait, les poches de risque. Je les connais depuis 2 ans, je vous bourre le crâne avec. Et c'est où? Les junk bonds, le risque sur la capacité du marché américain à sustenter sa dette corporate mauvaisement, enfin mal notée. Donc, la prise de risque sur le crédit, le levier crédit sur des entreprises plus profitables ou en tout cas dangereusement qui ont une comptabilité dangereuse. L'autre problème, c'est toujours pareil, les paris spéculatifs sur tous les produits dérivés et surtout sur le VIX, enfin sur tous les produits dérivés de volatilité, parce qu'il n'y a pas que le VIX, mais voilà, il y a toute une spéculation qui s'est construite autour de la volatilité et qui est extrêmement dangereuse. C'est comme je vous l'ai dit, c'est les CDS merde. C'est les CDS des CDO de l'époque. Voilà, CDO qui étaient donc, je vous rappelle, les produits composites dans lesquels on fourrait toute la merde de mortgage américain, et derrière, on vous mettait ça bien noté, on vous disait tout va bien. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà, le VIX, c'est le CDS des ETF. C'est de dire aujourd'hui, tu achètes un ETF, quand tu as un peu peur, tu prends une petite assurance et tout va bien, tu prends un petit put et tu es couvert. C'est exactement le même schéma qu'on a aujourd'hui. Donc, un sous-pricing de l'assurance. Voilà, donc j'ai dit, il y a un problème ici d'ordre systémique si ça déclenche. Et encore une fois, je n'ai jamais dit que le problème viendrait nécessairement de là. Je dis c'est une poche de risque. Et l'autre poche de risque, comme on l'a dit, c'est le sous-pricing des actifs refuges, qui était donc le gold des compagnies, qui était une hérésie totale quand il y a 2 ans, on était avec un gold à 1000 $. Voilà. Donc aujourd'hui, on recadre le gold, c'est bien, on dégonfle cette irrationalité sur le pricing des actifs refuges, reste encore le yen à faire, et on verra. Mais toutes ces poches de risque peuvent se détendre. Le VIX, ça peut se détendre aussi, et pas nécessairement par une explosion. Le VIX, je pense toujours, peut avoir un problème à court terme, c'est-à-dire vraiment une explosion de volatilité, sans que nécessairement ça fasse exploser le système financier. C'est ces deux choses différentes. Il y aura un problème VIX tôt ou tard, ça c'est clair et net, mais est-ce que ce problème-là catalysera réellement des gros risques de stabilité financière? C'est vraiment deux choses qu'il ne faut pas connecter. Il y a un risque potentiel, il n'est pas absolument conditionnel. Ok ? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Sur toutes ces phases-là, qu'est-ce que je fais? Je regarde la macro. Alors, je ne vais pas jeter la pierre, qu'on soit bien d'accord. Je me suis laissé influencer par pas mal d'analyses. Analystes, je vais aller jusqu'au mot, je vais éviter de tricher sur les mots. Donc, je me suis laissé influencer. Encore une fois, un discours très rationnel que j'apprécie. C'est une personne que j'apprécie en plus de ça, mais je l'ai laissé m'influencer. Et ça, j'aurais jamais dû le faire. Donc ça, c'est une autre erreur. Je ne citerai pas le nom parce que j'aime pas.
je vois pas l'intérêt. Mais voilà, là le problème ici, c'est que dans ma stratégie, j'ai laissé des éléments extérieurs intervenir et intervertir avec ma gestion du risque. Je dis pas que c'est de sa faute, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que normalement je regarde pas ces trucs-là et que là je me suis mis à le faire parce que ça me plaisait bien en fait, ça m'a rassuré dans mon truc. Et en fait c'était presque de dire bon bah aujourd'hui encore une journée haussière, bon bah je vais regarder l'émission d'un tel qui va me commenter la macroéconomie. Et puis j'étais là à me dire mais putain au final c'est bien, ça m'occupait les journées, mais j'aurais juste dû faire mes putains de gestion du risque. C'est juste qu'à ce moment-là, j'aurais dû juste me dire, c'est n'importe quoi mon gars, arrête de faire tes conneries, on va juste recadrer des scénarios tout simples. C'est de dire qu'à ce moment-là, on aurait dû attendre sagement des signaux daily, comme on vient de le dire là, de les voir se faire invalider, d'accepter, de reprendre des signaux hebdomadaires et juste d'attendre entre les deux. Juste d'attendre. Et au final, là, l'erreur, c'est il se passait quoi? Je regardais les marchés un peu tous les jours, je prenais ma dose de macroéconomie, de machin, et puis je recherchais des signaux agressifs en horaire. Mais quelle connerie! Avec le recul, c'est juste, mais complètement fou. C'est d'une folie furieuse. Quand je me fais invalider un scénario daily, normalement, je ne vais pas en horaire chercher des signaux agressifs 2 jours après. Donc là, je ne sais pas pourquoi, cette année, il y a eu un biais extrêmement agressif qui s'est mis en place. C'est le même biais que j'ai combattu il y a pratiquement 6 ans quand je faisais l'intraday. Donc, au final, j'ai envie de dire, là aussi, il y a une forme de cyclicité qui se remet en place, mais qui est beaucoup plus pernicieuse, et donc je voulais la partager ici pour peut-être que ça puisse éviter à certains de commettre ces erreurs à l'avenir, et que si vous avez commis ces erreurs avec moi aussi en 2019, et je sais qu'il y en a pour beaucoup, c'est le cas, que vous aussi, vous n'oubliez pas l'essentiel, commettre des erreurs, c'est pas grave, l'essentiel c'est toujours d'identifier les schémas de mise en place de décisions irrationnelles, et de surtout éviter que ces décisions-là puissent se reproduire un jour. Commettre des erreurs, c'est vraiment pas grave. Là, moi, au final, ça m'aura coûté mes gains de 2019, clairement. Et je vous dis souvent ça, et franchement, j'ai pas envie de dire que c'est ça la clé de la réussite en trading, mais pourtant, Dieu sait que je le pense profondément. On apprend tous mécaniquement au final par l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui vont cacher ces erreurs et au final, si vous discutez un peu avec eux, vous vous rendrez compte que tous, on a commis ces mêmes erreurs. C'est juste qu'il y a des gens qui sont capables de l'admettre, d'autres un peu moins. Alors ça, j'ai pas la certitude, mais je vous donne mon ressenti. Donc au final, moi ce que j'ai compris depuis des années, ce que j'ai compris ces dernières années en formant des gens, comme je vous le dis, c'est qu'on commet tous les erreurs. Certains osent en parler, d'autres non, mais j'ai l'impression qu'on passe tous par là. Donc, il n'y a pas 50 façons. Si vous pouvez commettre des erreurs sans qu'elles vous coûtent de l'argent et que vous pouvez apprendre quelque chose, waouh. Moi je vous dis, je reviens sur mon année 2019, j'essaie d'en tirer quelque chose de positif. Parce que bon, financièrement, c'est pas positif, hein, qu'on soit bien d'accord, ça m'a servi à rien cette année. Mais je pense qu'au final, elle m'aura appris quelque chose de bien et qu'il m'aura fallu plusieurs mois pour m'en rendre compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'y suis. Ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est tout simplement de recadrer mes scénarios, c'est-à-dire exactement revenir à des plans de trading. C'est ce que j'essaie de vous transmettre depuis plusieurs semaines, là, de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, mon plan de trading, il est clair, net et précis et que je ne regarde plus les émissions macro, j'en ai plus rien à foutre. Là, les tirs de missiles, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Je me réveille le matin, ah bon, les marchés ont bougé, pourquoi? Ah, un tir de missile, bon, rien à foutre. Voilà, donc c'est exactement comme ça que je devrais être, c'est exactement comme ça que ma posture aurait dû être à l'époque, et elle ne l'a pas été. Parce qu'elle a été sous l'influence de biais, les mêmes biais, comme je vous dis, que j'avais combattu il y a 6 ans sur des UT beaucoup plus court terme, et ici, en fait, ces mêmes biais reviennent. Le biais d'incertitude, enfin, le biais d'impatience, et le biais d'incertitude et ce besoin de contrôle. Le biais d'incertitude ici, il est revenu et il a été compensé sous cette forme donc de surapprentissage de notions macroéconomiques, alors que oui, la macro est baissière, au final c'est clair, il n'y a pas besoin de regarder des centaines d'heures d'émissions sur YouTube pour comprendre que la macro, elle n'est pas bien orientée, mais voilà, ça n'aurait pas dû catalyser l'inertie de prise de décision que je me suis autorisé, c'est-à-dire tout simplement de dire ouais c'est bon, ça va revenir à la normale et je vais pouvoir sortir sur un pullback. Eh ben non, l'erreur c'est qu'ici j'avais pas prévu que les mecs ils allaient m'écrabouiller la volate et voilà. Mais en attendant, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu écrasement de volate, il y avait des erreurs à la prise de décision. Parce qu'objectivement parlant, graphiquement parlant ici, il y avait la chose que normalement je mets toujours en place. C'est-à-dire la sécurité qui aurait dû être enclenchée dans ce type de contexte de marché et qui m'aurait évité la perte, pas éviter la perte, j'aurais forcément pris une perte. Dans un marché comme ça, je ne peux pas éviter la perte. C'est obligatoire de prendre une perte ici, tu ne peux pas éviter. Là, le mec qui te dit j'ai pas pris de perte ici, je te dis c'est pas un trader. C'est obligé de se prendre une gamelle ici. Par contre, prendre une gamelle de 10%, non. Moi, ici, je vous le dis, je vous le chiffre. Un truc comme ça, je me prends au moins 3-4% dans les dents, c'est obligatoire. Par contre, entre 3 et 10, il y a des biais qui se sont mis en place. Et là,
ça veut dire qu'il y a des marges de progression pour l'avenir. Voilà. Donc j'espère en tout cas que je vous aurai appris quelque chose. Donc n'oubliez pas qu'à moyen terme, ces biais d'impatience et d'incertitude sont compensés par des choses totalement différentes. Donc en guise de conclusion, je vous donne les méthodologies à mettre en place, celles que moi je mets en place dès aujourd'hui. Alors je les ai déjà mis en place depuis quelques semaines et je vois déjà les effets positifs aujourd'hui et c'est pour ça que je vous en parle et que je vous le partage. L'effet number one, pour supplanter, d'accord ? En fait, l'émission d'aujourd'hui, c'est, je vous ai fait les cours déjà sur le biais d'incertitude et sur le biais d'impatience, mais sur des UT plutôt intraday et court terme. Il y a une autre façon. Ces biais se manifestent sous un autre angle, sur des time frames relativement longs, tout ce qui va être daily, hebdo, mensuel. Ces mêmes biais sont à l'œuvre, toujours pareil, mais sous un angle légèrement différent, ce qui fait que si vous ne connaissez pas ces mécanismes qui vous permettent d'identifier le travail de ces biais, vous pouvez être tout simplement sous l'influence de ces biais, et ça a été mon cas. Donc, maintenant, je vous ai blablaté pendant 50 minutes, là c'est la clé, d'accord ? Mais je pense maintenant que vous comprenez bien le problème, je peux vous apporter les solutions. En tout cas, ce qui a été mes solutions à moi. Si vous voyez que vous êtes en train d'essayer de justifier un trade en perte avec de l'information macroéconomique, encore une fois, c'est complètement en contradiction avec la stratégie technique. En tout cas, normalement, ce n'est pas supposé apporter quelque chose. Ce n'est pas supposé apporter une gestion du risque. Normalement, la macroéconomie, on n'en tient pas compte dans la stratégie. On peut en tenir compte dans l'orientation de son biais directionnel, c'est-à-dire le choix d'acheter ou de vendre. Moi, la macro était baissière, elle est toujours d'ailleurs. Je reste dans un objectif de chercher des ventes à Wall Street. C'est mon biais directionnel de marché. Je vous rappelle que le biais directionnel, c'est l'étape zéro de la stratégie, entre guillemets, celle qui définit si vous orientez votre prise de décision, oui ou non. Le mieux étant, dans un premier temps, de ne pas orienter, c'est-à-dire de se laisser porter par le marché et de chercher des opportunités sans biais directionnel. C'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire, mais quand vous avez un biais directionnel, il ne faut pas lutter contre ce dernier. Autrement dit, quand vous avez une conviction, il ne faut pas chercher à aller dans l'autre sens dans votre trading, sinon vous allez faire des conneries. Donc, moi j'ai un biais baissier, directionnel baissier, parce que depuis 2 ans, je pense que le marché cherche un sommet. Maintenant, ça veut dire que ça oriente mes prises de décision, mais ça ne veut pas dire que ça supplante la gestion du risque. Et là, c'est l'erreur qui se fait. Voilà. Donc, ici, j'ai compensé ça en laissant entrer la macroéconomie dans ma stratégie, alors qu'elle n'avait aucune place et que ça n'a rien à foutre. Je dois juste la prendre en compte dans le biais directionnel, et certainement pas utiliser la macro comme justificatif pour tenir des positions qui ne se passaient pas bien. Et le biais d'impatience, lui, il se matérialise sous un autre angle. Lui, il vous endort le cerveau. Moi, je le vois très bien maintenant avec le recul, l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. C'est objectivement parlant, je ne regarde même plus le marché. Je me laisse porter donc par ce soutien un peu régulier, tous les jours, un peu réconfortant, du bon, la macro continue d'être baissière, j'ai des trades vendeurs, bon, voilà, ça va se renormaliser. Eh ben non, depuis quand ça doit se normaliser ? Enfin, non, voilà. Et en fait, je me suis laissé entraîner dans cette douce léthargie qui revient à dire, ça fait déjà 1 semaine que je suis comme ça, pourquoi pas 2-3 jours de plus ? Voilà. Sauf qu'encore une fois, ça, à court terme, ce biais-là, je l'ai détruit il y a 6 ans. Hein. Quand je me fais invalider sur une bougie, je me dis pas, je vais attendre 2-3 bougies de plus pour voir si jamais ça va changer. Non, voilà, pour moi, il y a des bougies qui ont un sens clair. Quand ces bougies sont clôturées, pouf, je prends la décision, c'est terminé. Et là, j'avais ces bougies-là, elles étaient grises, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas suffisamment teintées elles étaient suffisamment grises pour permettre le doute. Et en fait, dans ce doute-là, normalement, je vais autoriser 1-2 bougies de plus pour pas prendre une décision trop radicale. Mais là, c'est quoi le truc ? C'est que je me suis mis à laisser 1-2 bougies, puis 2, puis 4, puis 10, puis voilà. Et c'est quoi ? C'est pas un déni de la perte, puisqu'encore une fois, il y avait quand même des stop-loss sur ces positions, certains ont été déclenchés, d'autres, je les ai quand même invalidés manuellement, mais ça a augmenté mécaniquement le montant de la perte finale. J'insiste, je n'ai pas commis d'erreur de stratégie, j'ai commis des erreurs d'appréciation du risque, de gestion du risque. Allez, on va s'arrêter là pour ne pas faire plus long. J'espère en tout cas que cette émission, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera à progresser, à identifier ce biais-là. Et surtout, donc, n'oubliez pas, la clé ici, c'est de vous dire,
Tout le monde ne réagit pas nécessairement de la même façon, mais on a souvent tendance à combler ces vides avec des situations relativement similaires. Donc si vous voyez que vous êtes en train d'essayer de vous réfugier avec des trades qui ne se passent pas bien et en train d'essayer de regarder des analystes macroéconomiques vous expliquer pourquoi les prix devraient baisser et tout ça, c'est que vous cherchez à vous rassurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité ici, vous travaillez sur un biais d'incertitude carrément dégueulasse qui est en train d'altérer votre gestion du risque. Si vous altère pas trop, ça vous ira pas trop mal. C'est-à-dire que si vous avez encore d'autres sécurités comme moi, bah, vous allez juste vous prendre des gadins beaucoup plus gros que ce que vous aurez pu bouffer. Là, le mec qui est en biais d'incertitude, donc qui part en déni de la perte derrière, et qui en plus n'a pas les sécurités comme moi, lui, il peut se prendre 30-35% dans les dents, et là, on n'est plus du tout sur du trading, on est vraiment sur du pari, du gambling, du tout ce que vous voulez. Donc, encore une fois, ces biais-là, il faut vraiment les identifier, ne pas vous laisser impacter par ça. N'oubliez pas, toujours pareil, à partir du moment où votre démarche vise de manière indirecte à chercher à vous rassurer, c'est que vous êtes très clairement, souvent, dans un biais d'incertitude et que vous essayez de combler ce vide par une rationalisation qui est en soi totalement irrationnelle. N'oubliez pas que la seule chose qui rationalise vos prises de décision dans le trading, c'est ce que vous avez sur vos graphiques. Le reste, ça ne sert à rien. Ou le reste, ça passe en étape préliminaire d'une situation de trading, si vous voulez juste orienter votre prise de position. Mais on n'oriente jamais sa gestion du risque sur des aspects irrationnels, sur des aspects subjectifs. Oui, la macro est baissière, mais la macro n'est pas un élément à prendre dans nos stratégies techniques. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et j'aurais dû réagir comme ça à l'époque. Le deuxième biais, comme je vous dis, c'est que si vous sentez qu'un phénomène d'habitude s'installe, c'est qu'il y a déjà un biais d'incertitude qui travaille et vous êtes déjà probablement en train de prendre des mauvaises décisions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je vous le dis, le biais d'attente, là, quand je vous ai dit, j'en peux plus, j'en ai marre d'attendre de Wall Street, c'est casse-couille, j'attends parce que j'ai pas le choix. Ça, c'est parce que je me rappelle de mes leçons d'intraday qui me disaient ne te laisse pas influencer, ne prends pas de décision. Mais en réalité, en ne prenant pas de décision, je prenais déjà de mauvaises décisions. Parce que j'avais quoi? Parce que j'avais des trades ouverts qui n'étaient pas positifs, qui étaient donc en gestion du risque, et je ne faisais pas les gestions du risque parce que je me suis laissé endormir. Alors, je rempilais pas, c'est-à-dire je prenais pas de nouveaux trades par-dessus pour aller dans le biais de la multiplication de la perte et autres conneries du genre. Ça, j'ai déjà donné il y a plusieurs années. Mais voilà, ça, j'ai pas commis ces erreurs-là, encore une fois, mais j'ai quand même commis des erreurs. Je me suis laissé endormir, et en me laissant endormir, je regardais plus les graphiques. Alors que j'aurais dû faire des choses, je me suis dit, bah non, allez, demain sera le même jour que le précédent, et du coup, voilà, je me laisse endormir, je me lève, je fais pas ma gestion du risque, je regarde 2-3 émissions pour me rassurer, et je passe au jour suivant. Et ça, c'était vraiment des erreurs. Vraiment des erreurs de gestion du risque. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont commis ces mêmes erreurs. Donc encore une fois, admettre l'erreur, mettre en place les protections, et on avance. Allez, bye bye, je vous dis à la semaine prochaine, on reprendra encore une fois les émissions quand il y aura des choses à faire. Pour l'instant, qu'on le veuille ou non, tant qu'il n'y a pas de signal hebdo, on fait que dalle. Apprendre la patience, on est sur des bougies daily hebdo, autrement dit, il n'y a qu'une mise à jour par jour et une mise à jour par semaine. Et si vous regardez les graphiques toutes les heures, ça ne sert à rien, puisque tout simplement, il n'y a rien à part une clôture daily pour l'instant qui peut vous faire agir, il n'y a rien à part une clôture hebdomadaire qui peut faire agir les moins expérimentés. Apprenez à patienter, n'essayez pas de remplir ce vide avec des visions macroéconomiques baissières ou quoi que ce soit, n'essayez pas d'alimenter votre biais directionnel par de l'information autre que technique pour l'instant. Tant que la technique ne fait rien, vous ne foutez rien sur les graphiques. Je sais que c'est dur, mais c'est une protection nécessaire à mettre en place. Bye bye!